Les objets parlent en silence, écoute la mécanique cachée. On s'est déjà demandé quel est ce langage secret qui fait que tout tient en place dans notre monde. Eh bien, ce n'est pas un langage de mots, non, c'est un langage de force, de mouvement. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va décoder ensemble. On va s'attaquer à cet alphabet invisible que les ingénieurs utilisent tous les jours. Et oui, comment ils font? Comment les ingénieurs modélisent ces forces qu'on ne voit pas, mais qui tiennent tout notre monde? Pensez-y, de la solidité d'un pont gigantesque à un truc aussi simple que marcher. Tout ça, c'est une histoire de force invisible. Alors la question, c'est comment on peut les décrire de façon précise et universelle? Eh bien la réponse, elle commence avec un outil mathématique qui est, vous allez voir, étonnamment simple. Allez, on commence par la base de la base, la toute première brique de notre édifice, le fondement de toute la mécanique, j'ai nommé le vecteur. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour, disons, donner un visage à une force. Alors attention, un vecteur, c'est pas juste un chiffre qu'on jette comme ça. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable carte d'identité pour une force. Et pour que cette carte d'identité soit complète, il nous faut 4 informations cruciales. On va voir ça tout de suite. Bon, ces fameuses 4 caractéristiques, quelles sont-elles? D'abord, on a le module, c'est sa puissance, sa force brute si on veut. Ensuite, la direction, c'est la ligne sur laquelle elle agit, son chemin. Après, il y a le sens. Sur cette ligne, est-ce que ça pousse ou est-ce que ça tire? Et enfin, le point d'application. Où est-ce que ça tape exactement? C'est vraiment cette combinaison des 4 qui rend le vecteur si précis, si puissant. Il faut vraiment voir ça comme un alphabet. C'est l'idée parfaite. Avec juste ces vecteurs, on peut commencer à construire de véritables phrases mécaniques. Des phrases qui peuvent décrire aussi bien la poussée d'une fusée au décollage que la simple tension dans un câble de pont. C'est la base de tout. Le point de départ absolu de n'importe quelle analyse sérieuse. Ok, donc le vecteur, c'est super pour une force qui va tout droit, une force directe. Mais qu'est-ce qui se passe pour les forces qui sont un peu plus tordues? Je veux dire, comment on décrit une action qui, en plus de pousser, va aussi faire tourner un objet? L'exemple classique, quand on utilise une clé pour serrer un écrou, hein? Eh bien, pour répondre à cette question, il va nous falloir un outil de niveau supérieur, un outil plus sophistiqué, le torseur. Il faut l'imaginer comme une sorte de super vecteur, un outil qui est capable de gérer 2 actions en même temps. Et c'est ça qui est génial avec le torseur. Il combine 2 choses en une seule entité mathématique. D'un côté, on a ce qu'on appelle la résultante, ça c'est la force de poussée directe, comme notre bon vieux vecteur, et de l'autre, on a le moment. Lui, il représente l'effet de rotation. Donc on a la poussée et la torsion. Tout ça packagé en un seul outil. Pour que ce soit bien clair, l'analogie de la clé est parfaite. Imaginez, on prend une clé pour serrer un écrou. La force qu'on applique pour pousser sur le manche de la clé, ça, c'est la résultante. Et l'effet de levier, ce qui fait vraiment tourner l'écrou, ça, c'est le moment. Le torseur, lui, il englobe les deux. Il décrit l'action complète d'un seul coup. Ok, pour être sûr de bien piger, regardons les 2 extrêmes, c'est toujours utile. D'un côté, on a ce qu'on appelle le torseur couple. Là, la force de poussée est nulle. C'est une torsion pure, rien d'autre. Le geste parfait pour ça, c'est dévisser le couvercle d'un bocal. Vous voyez ? Pure rotation. Et à l'opposé, on a le torseur glisseur. Là, c'est le moment qui est nul. C'est une force pure qui pousse en ligne droite, sans aucune rotation. Comme faire glisser une boîte sur le sol. Et c'est là qu'on touche à la vraie magie du torseur. Parce que n'importe quelle action mécanique, aussi complexe soit-elle, peut être décomposée, simplifiée en ces 2 éléments de base, un glisseur, donc une force directe, et un couple, une torsion pure. Ça, pour les calculs et pour la compréhension du problème, ça change absolument tout. Bon, maintenant qu'on a nos super outils en main, le vecteur et le torseur, il est temps de les mettre au travail. Et on va s'attaquer à un phénomène que tout le monde connaît, mais qui est bien plus subtil qu'il n'y paraît, le frottement. Alors, le frottement. Juste avant de voir ces 2 grands visages, un petit rappel sur d'où ça vient. Ce n'est pas une force magique qui apparaît comme ça. En réalité, ça vient des imperfections microscopiques des surfaces qui s'accrochent et aussi des forces d'attraction entre les atomes. C'est grâce à ça qu'on peut tenir un stylo ou tout simplement marcher sans glisser. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Il y a une différence fondamentale entre l'adhérence et le glissement. L'adhérence, c'est quand les 2 objets sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Ils sont comme collés. La force qui les maintient ensemble peut augmenter, mais jusqu'à une certaine limite. Et dès qu'on pousse un tout petit peu trop fort, paf, on dépasse ce seuil et on passe au glissement. Là, les objets bougent et la force de frottement, elle, devient plus ou moins constante. Pour se représenter cette limite entre ça tient et ça glisse, il y a une image géniale, le cône de frottement. Il faut imaginer un cône invisible posé sur la surface de contact. Tant que la force totale qu'on applique reste à l'intérieur de ce cône, l'objet ne bouge pas, il adhère.
Mais à la seconde où notre force sort du cône, c'est parti, ça commence à glisser. Et bien sûr, la taille de ce cône, son angle, dépend totalement des matériaux en contact. Tenez, regardez ce chiffre qui apparaît, 0,04. Ça paraît petit, hein? Eh bien, c'est le coefficient de frottement en glissement entre le téflon et l'acier. C'est incroyablement bas. Et c'est justement cette propriété qui fait du téflon ce matériau presque magique pour les poêles anti-adhésives ou pour des pièces mécaniques qui doivent glisser avec un minimum de résistance. Allez, regardons quelques exemples concrets. On voit tout de suite un truc intéressant. Regardez la colonne adhérence et la colonne glissement. Le coefficient d'adhérence, celui qu'il faut vaincre pour démarrer le mouvement, il est quasiment toujours plus grand que celui de glissement. C'est exactement pour ça qu'il faut toujours pousser plus fort au début pour faire bouger quelque chose. Et puis, jetez un œil aux pneus de voiture sur la route, 0,65. C'est un chiffre élevé, et heureusement d'ailleurs. C'est ce qui nous permet de freiner et d'accélérer en toute sécurité. Et voilà, on a maintenant les bases, les premières lettres de cet alphabet de la mécanique. La prochaine fois qu'on verra une grue soulever une charge, ou même qu'on sentira l'adhérence des pneus sur une route mouillée, on ne verra plus ça comme de la magie. Non, on y verra un dialogue de force, un dialogue qu'on peut commencer à comprendre. Alors la vraie question pour finir, c'est, maintenant qu'on a ces nouvelles lunettes, quelles autres mécaniques invisibles va-t-on être capable de repérer tout autour de nous ? Abonne-toi et merci de suivre.